télévision aux informations crédibles. Ils veulent maintenant vous dire qu'ils vont prendre en charge les enterrements. Mais ceux qui sont encore vivants ne sont pas pris en charge. S'ils mouraient, ils seront enterrés. C'est-à-dire qu'ils préfèrent voir les gens mourir pour justifier les décaissements. Ce n'est pas normal. Dans un pays sérieux, on préserve des vies. Très bien. On ne fait pas la politique de mort. Je souhaiterais, ça c'est un vœu, je souhaiterais assez que prochainement, que leur famille soit touchée. Comme ça, on verra comment ils vont procéder. Très bien. Et comme recommandation. Profondeur TV, la télévision aux informations crédibles. Malheur d'avoir un président comme M. Félix Tshisekedi. Malheur d'avoir Sama Lukonde comme Premier ministre. Ah bon? Vous faites des recommandations pour qu'on démolisse les constructions anarchiques. Et vous pensez que la première des raisons, ce sont ces constructions-là? Avez-vous fait une cartographie? Profondeur TV, la télévision aux informations crédibles. Objectif pour être candidat président? Là, vous parlez de Moïse Katumbi. Si. Objectivement, peut-il être candidat? Parce que je sais que son papa est un juif. Ce qui veut dire que son papa n'est pas de nôtre. La seule chance qu'il a, c'est de prouver que sa maman est de nôtre. Si sa maman est de nôtre, on met dans la balance M. Félix Tshisekedi et M. Katumbi. Les Congolais conscients prendront les risques de soutenir Moïse Katumbi, bien que je ne pourrai jamais voter pour lui. Voyez-vous? Le candidat le plus dangereux de notre pays, c'est M. Félix Tshisekedi. Mais pour tous les restes, on peut voir comment tout ça. Vous faites quelle lecture aujourd'hui du silence observé encore jusque-là par Vital Kamerhe qui visiblement continue de revendiquer l'application de leur histoire de l'accord de Nairobi et de Jean-Pierre Bemba? Non, Jean-Pierre Bemba, c'est un produit périmé. Mais il ne faut pas même... Jean-Pierre Bemba, c'est un produit périmé. C'est un produit périmé. C'est quel leader? Profondeur TV, la télévision aux informations crédibles. Ah, mais il a encore de l'ancrage. C'est un leader mineur. Vous le pensez? C'est un leader mineur. Un leader secondaire. Mais il est derrière Félix Tshisekedi. C'est un leader mineur. Il ne s'est pas encore prononcé. Non, c'est un leader mineur. M. Bemba n'a plus d'ambition personnelle. M. Bemba appartient au passé. Baïmoto, l'ancien Bemba, ne pouvait pas être derrière M. Félix Tshisekedi. Il a été enseigné peut-être par la prison. Ah voilà, il est devenu secondaire, il est mineur. Nous parlons là des gens. Vital Kamerhe. Vital Kamerhe continue de revendiquer. Vital Kamerhe est encore derrière Félix Tshisekedi. Profondeur TV, la télévision aux informations crédibles. La sociologie, espérons qu'il fera mieux. Et d'ailleurs, je ne peux pas demander aux Congolais de voter pour Moïse Katumbi. Vous ne pouvez voter pour Moïse Katumbi que dès lors que M. Félix, il n'y aura que 2 candidats. S'il n'y a que 2 candidats, Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi, je préférerais que vous votiez pour Félix Tshisekedi. S'il y a mon bébé, mon fils et Félix Tshisekedi, je préférerais que vous votiez pour mon bébé. Parce que là, ça serait une manière pour vous de sanctionner cette gouvernance polluée de M. Félix Tshisekedi. Daniel Safo s'est déclaré aussi candidat président en marge du congrès d'Ensemble pour la République. Non, ça c'était une candidature pour eux, cher ami. Vous avez en face de vous un grand stratège. Profondeur TV, la télévision aux informations crédibles. Bienvenue mesdames et messieurs, nous sommes très heureux de vous savoir nombreux à regarder ce nouveau numéro de cette émission qui reçoit pour vous monsieur Alain Bolodjoa, président du parti politique Lèvons-nous et bâtissons, le BAT en sigle. Avec lui, nous allons revenir encore sur les différents sujets d'actualité qui restent dominés par la tenue des élections en 2023 avec des candidatures déclarées des personnalités politiques comme Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Augustin Matata Ponyo, Félix Tshisekedi et tant d'autres candidats. On va tenter un peu d'analyser ce qui sera la bataille électorale, d'abord à la présidentielle et puis à tous les niveaux en 2023. On va aussi faire le point sur le sommet États-Unis-Afrique avec la condamnation de la France qui interpelle le Rwanda pour qu'il puisse arrêter de soutenir le M23. Est-ce que c'est suffisant pour rétablir la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo? Tentative de réponse
au cours de cette émission. Bienvenue, Monsieur Alain. Merci à vous. En tout cas, mes salutations à tout le monde. Je présente Névé le meilleur, aux oubliés de la République, la police, l'armée, ainsi que le fonctionnaire de l'État. Voilà. Comment allez-vous? Oui, ça va, Dieu fait grâce, ça va. Alors moi, je suis d'abord heureux de vous entendre évoquer la question des oubliés de la République. Entre-temps, le gouvernement est en train de songer petit à petit à cette classe des gens que vous qualifiez oubliés de la République. L'augmentation du budget, ce n'est plus de la fantaisie, mais c'est plutôt une réalité. On parle aujourd'hui de 16 milliards de dollars américains. Est-ce que c'est insuffisant pour prendre en charge les différents problèmes qui rongent la République démocratique du Congo? Bon, je ne sais pas si on peut calquer la société ou la capacité de l'État que par la présentation d'un document que l'on appellerait budget. Ce qui est plus important, c'est de voir la volonté manifestée dans ce budget, mais aussi dans son application. Parce que le budget n'est qu'une prévision. Ce n'est pas du cash, ce n'est pas que nous avons l'argent quelque part, ce n'est pas que les gens vont commencer à percevoir directement. C'est juste une prévision. La question que nous devons tous nous poser, qu'avons-nous fait de budget passé? Parce qu'avant qu'un budget ne soit adopté, il y a d'abord, premièrement, la loi sur la reddition de comptes. Ça, c'est un impératif constitutionnel. Il faut que celui qui amène le budget puisse d'abord défendre ce qu'il a fait du budget de l'exercice passé. Et là, nous sommes en face de 3 budgets. Il y a le budget qui est en cours, comme aujourd'hui, nous avons un budget 2022 qui est en exercice. Il y a le budget 2021 de l'année passée et il y a le budget 2023. C'est-à-dire, comme on est en 2022, il faut présenter la loi sur la reddition de comptes du budget 2021 pour que le budget 2023 soit accepté. Vous avez suivi tous la qualité du débat qu'il y a eu sur la loi sur la reddition de comptes. Et vous avez certainement suivi la qualité du débat sur le budget 2023. Toutes choses restant égales par ailleurs, le budget 2023 ne sera pas exécuté en tant que tel. D'abord, la fluctuation en termes de capacité mobilisatrice est due du fait qu'il y a des projections sur le plan économique et financier des entreprises. Ce sont les entreprises qui viennent déclarer, parce que nous sommes dans un système fiscal déclaratif. Au regard de la conjoncture, au regard de la loi de l'offre et de la demande, ils peuvent faire une projection sur les recettes prévisionnelles. Et c'est sur base de ça qu'ils arriveront à faire leur déclaration. Ce qui veut dire que l'embellie économique dépend de la conjoncture économique internationale. S'il y a baisse de la demande de certains produits essentiels fournis par nos entreprises d'ici, il y aura baisse des recettes. C'est par rapport à la demande mondiale de nos matières premières que nous faisons nos projections. Qu'avons-nous fait pour le budget passé, budget 2021? Avons-nous pu redynamiser l'économie? Avons-nous pu diversifier l'économie pour que nous épongions les effets pervers du marché international? Avons-nous investi dans les secteurs productifs et d'appui à la production? Sommes-nous aujourd'hui en mesure de calculer la capacité de résilience de notre économie? Étions-nous en mesure de soutenir l'économie pour que nous arrivions à la diversifier? Voilà pourquoi j'ai dit, ce sont plus des émotions, ce sont des politiques conjoncturelles qui apparaissent pour M. Félix Tshisekedi des éléments structurants. Et vous allez vous rendre compte que lorsqu'on va mobiliser cet argent, il y aura des départements qui n'auront même pas la possibilité de consommer leur crédit. Alors, arrêtez de parler de ça. Ça, ce ne sont que de politiques cosmétiques. 16 milliards de dollars, est-ce une fantaisie? Est-ce un montage, ou vous pensez que c'est vraiment du réalisme? Bon, je viens de le dire. Le fait seulement que le budget 2011 n'a pas été fidèlement exécuté, 2021 n'a pas été fidèlement exécuté, je ne vois pas pourquoi je dois faire confiance à ces gens-là qui ne font que nous vendre du vent. En arrivant au pouvoir, il a trouvé un budget de 4,8 milliards. Il n'a pas pu exécuter en termes de mobilisation et en termes de dépenses. Il nous a amené à un budget de 11 milliards, 10 milliards 900 et quelques millions. On lui a dit que ce n'était pas réaliste. Et lorsqu'on a publié le plan
le plan de trésorerie par l'ancien ministre, je crois, c'est Léa Lagouli. Il a eu à surchauffer la classe politique dans ces débats, mais au finish, tout le monde lui a donné raison. Le gouvernement n'était pas en mesure de mobiliser ne fût-ce que 50%. Après, on nous a présenté un budget de 6 milliards 900 millions. Ce qui est surprenant, ce budget n'a pas été exécuté en entièreté. Dixit, le rapport de la Cour des comptes. Il nous amène à un budget de 11 milliards. On nous a dit qu'ils auraient maximisé les recettes. Nous sommes allés au-delà des assignations. Ce qui est surprenant, l'amélioration des conditions du travail et des conditions de vie des agents n'a pas été ressentie. Aujourd'hui, ils ont présenté un budget de 15 milliards. Et après, le Parlement a pu amener à 16 milliards, non, 14 milliards 600 millions. L'Assemblée nationale a pu amener à 15 milliards de poussière. Le Sénat peut amener au-delà. Mais la capacité mobilisatrice ne suit pas. Je vous dis sincèrement, il y a un principe dans l'élaboration du budget, ce qu'on appelle le principe de la sincérité des données. Vous pensez que Sama Lukonde et l'ensemble du gouvernement ne sont pas sincères? Non, mais c'est un budget. Non, c'est un budget politique. Et d'ailleurs, le premier signal fort dans l'appréciation d'un budget, c'est la qualité du débat au niveau du Parlement. Avez-vous senti un débat intelligent? Non. Il y avait juste des automates. Lorsque vous appuyez sur le play, ils commencent à ressasser ce qu'on leur a appris. Et à la fin, il n'y a pas eu de débat. Et en termes de répartition par secteur, en termes de répartition par province, avez-vous senti qu'effectivement, il y a intention? Parce que les gens ne savent pas. Si on insiste sur la conception ou l'élaboration du budget, c'est justement pour créer une sorte d'équilibrage sociétal, une manière de rationaliser la gestion. Vous pouvez avoir une loi d'un côté et ne pas l'appliquer de l'autre côté. Le budget est une composante de la loi des finances. Depuis que M. Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il n'a jamais respecté cette loi. Alors, pensez-vous qu'il va respecter cette fois-ci? Allez voir en termes d'accroissement des recettes. On vous dit aujourd'hui, on a un budget de 11 milliards. Aujourd'hui, là, vous passez de 6 milliards 800 millions à 11 milliards. La progression ou le taux d'accroissement des revenus des agents ne représente même pas 40%. Les provinces n'ont pas perçu l'argent. Les infrastructures qu'on devait construire n'ont pas été construites. La caisse de péréquation... Il y a le projet Tchilégelou qui avance. Non, mais le projet Tchilégelou est essentiellement centré au niveau de la province de l'espace Grand Kassai. Ce n'est pas un programme national. À Kinshasa, il y a Kin Zero Trou. Kin Zero Trou... Mais attendez. Kin Zero Trou, ça c'est quel genre de politique? Lorsque vous entretenez partiellement le route, vous en faites un programme et vous n'avez jamais vu, depuis qu'ils ont commencé, il y a des défaillances. Ne voyez-vous pas qu'il y a de trous presque partout? Je ne veux pas vous envoyer loin. Allez juste à côté de l'hôtel des villes sans lit. Il y a des trous. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des nids de poules. Il y a beaucoup de problèmes, justement parce que le budget n'a pas été exécuté. C'est que nous constatons. Pour chaque budget, il y a des dépassements budgétaires à la présidence et au gouvernement. Alors que les autres qui n'ont pas consommé leur crédit, mais il y a d'autres qui vont au-delà. Juste pour un seul mois, il y a un dépassement de 41 millions de dollars. La présidence atteint aujourd'hui plus de 670 millions de dollars en termes de fonctionnement, sans compter rémunération. Pensez-vous que c'est ça le budget? Le budget est une loi. Il faut l'appliquer en tant que tel. Voilà. Très bien. Une autre dépêche avant d'aborder le menu de notre émission. Les bilans de la dernière pluie diluvienne qui s'est abattue à Kinshasa est revu à la hausse. Au départ, c'était 141 morts, mais ce matin, l'hôtel des villes nous confirme qu'il s'agissait bel et bien de 169 personnes décédées. Entre-temps, j'ai suivi à travers différents médias des personnalités ou des rescapés de cette pluie qui se disent abandonnés à leur triste sort. Que faut-il faire justement pour empêcher prochainement que ce genre de drame puisse arriver? Premièrement, il faut faire partie, M. Félix Tshisekedi, au plus vite. Et deuxièmement, il faut prendre ces fameux gouverneurs et les mettre en prison. Voyez-vous, ce sont là. Ça va arranger quoi? Non, mais ça va arranger. Je vais vous les démontrer. C'est une catastrophe naturelle. Non, mais non, non, rappeler. non, non, non. Non, non. Faut pas présenter des faits dans ces sens-là. Qu'est-ce qui a occasionné la mort des Congolais? Ce n'est pas la pluie en tant que telle. C'est l'absence de politique de drainage des eaux.
faut faire attention. Ce n'est pas la pluie. Les gens ne sont pas morts à cause de la pluie. Non. Les gens sont morts à cause de politiques de drainage des eaux. Ce n'est pas la même chose. Il y a une nuance dans ce que nous disons. Quand on parle de la pluie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'infrastructure et la pluie crée des dégâts. Mais ici, il y a un problème d'infrastructure, soit il y en a, mais il n'y a pas le voie de drainage des eaux sont bouchées, ça fait que l'eau déborde. Il y a un problème de drainage des eaux de pluie à côté de nos routes. Lorsqu'on veut faire un travail, des travaux de grande envergure, des grands travaux au niveau des grandes routes, on met en place des mécanismes de sécurisation des infrastructures existantes. C'est-à-dire que cette absence-là de politique, c'est ce qui justifie ce qu'il y a. Il y a les érosions. Lorsque vous voulez, par exemple, je prends le cas de l'avenue Masikita. Ils ont tenté de faire des travaux. Il y avait un grand trou, une érosion qui date de très longtemps. Voyez-vous? Ils ont commencé à faire des travaux. Il faut qu'il y ait des murs de soutènement. Il faut d'abord protéger la voie. Parce que la masse, le poids des véhicules va pousser à ce qu'il y ait le glissement des terres. Il fallait tenir d'abord compte de ça. Il fallait réduire le tonnage et veiller à ce que la circulation de camions respecte un certain tonnage. Ils ne l'ont pas fait. Aujourd'hui, il y a des morts. Prenez d'abord par rapport au bilan de morts. 169. 169. Il y a eu 20 personnes qui sont ajoutées par rapport aux dernières statistiques. C'était provisoire. Mais ça a pris combien de temps? Pratiquement une semaine. Voilà, voyez-vous? C'est-à-dire que la pluie avait déjà cessé. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de pluie. Mais ils ont compris une semaine après qu'il y avait 20 personnes qui n'étaient pas comptabilisées. Dites-moi comment est-ce possible? Comment est-ce possible que vous vous rendiez compte? Parce que ces gens-là n'étaient pas enfouis sous terre. L'État était incapable d'identifier le mort. Incapable d'identifier. Ce n'est pas il y a eu éboulement quelque part et vous découvrez les gens enfouis sous terre. Non, des gens qui étaient déjà enregistrés au niveau de morgue, mais l'État n'était pas informé. La ville de Kinshasa n'est pas si grande que ça. La tête de ville avait demandé aux différentes familles de se présenter. C'était hier lundi, ce qui a été fait. Et je crois que c'était à l'issue de cette rencontre qu'on a... Non, attendez. Je connais ces escrocs, je connais les degrés d'escroquerie des Congolais. Dirigeants, mais je voudrais vous dire d'être très prudent. Lorsque quelqu'un meurt dans des circonstances pareilles, le premier réflexe, c'est d'amener le corps à l'hôpital ou à la morgue. Ce qui a été fait. La morgue va enregistrer, et la morgue enregistre et la cause du décès et l'identité de la personne. Alors, comment voulez-vous que les familles viennent déclarer? Si c'est un système déclaratoire, même ceux qui sont morts de la malaria peuvent être listés. Franchement. C'est inconcevable. Comment l'État peut-il être aussi absent sur des questions aussi simples à traiter? Tout ça pourquoi? C'est l'absence de l'autorité de l'État. Prenez le quartier tel que, les communes telles que Ngiringiri, Bumbu, Lingwala, Bahumbu et consorts. Ces quartiers-là, il y a eu des érosions? Non, non. Mais il y a eu une inondation. Alors, on parle du non-curage des caniveaux. Voilà, non-curage. Il fallait curer le caniveau, il fallait draguer les rivières pour que des eaux passent. Ce que nous voyons dans nos caniveaux, ce sont des bouteilles en plastique. Ce que nous voyons dans nos caniveaux, c'est de la terre en fait. Nos caniveaux sont bouchés et vous pensez qu'un fait naturel comme la pluie viendra curer pour vous vos caniveaux. Ces sons-là, cela démontre à suffisance qu'il y a absence de politique d'aménagement du territoire, de politique de la gestion des déchets, de politique de la gestion des déchets liquides. C'est ce qui justifie cela. Et jusque-là, ce que nous avons vu, ce sont ceux qui sont morts directement. Mais il y a d'autres effets qui vont en surgir. Par exemple, lorsqu'il y a des eaux sales qui passent
il y a les microbes qui restent. Les gens seront contaminés certainement. Exact. Il y aura d'autres maladies diarrhéiques et autres. Ce qui veut dire que cette absence de politique vient de mettre à nu les insuffisances notoires de ce que vous appelez dirigeants. Il y a de politiques publiques quant à ce. Je vous donne juste un cas. Allez-y. Les communes précitées ont un problème de route. Il y a des avenues où il n'y a pas des avenues qui ne sont pas bitumées. Il n'y a pas de collecteurs, il n'y a pas de caniveaux. Il y a possibilité d'en faire. Si vous prenez d'abord la composition des déchets, c'est-à-dire que ces déchets-là, ce sont des matières premières. Voyez-vous? Ce sont des outputs pour les premières industries, mais ce sont des inputs pour les secondes industries. Si on mettait en place une politique cohérente pour récupérer tout ce qu'il y a comme des déchets en plastique. Et le président venait d'inaugurer récemment ici, le président de la République, Félix Tshisekedi. Il a inauguré, je crois, au mois d'août, une usine à Limité, qui avait pour mission, je crois, de recycler tous ces déchets. Oui. Après? Où en sommes-nous? Non, mais vous n'avez pas à me poser ce genre de questions. Allez les lui poser. Hein? Allez les lui poser ce genre de questions. Moi, je ne peux pas répondre à sa place. Il est plus dans les émotions, dans les sensationnels. C'est-à-dire que lui, quand il y a quelque chose qui se fait dans des politiques cosmétiques, il veut vous dire, voilà, nous avons commencé. Non. Quelles sont des réformes que nous avons pu engranger depuis qu'il est là? En réalité, il fallait plutôt inciter des privés à venir dans ces secteurs-là. Il peut prendre ces éléments, les transformer en pavés. On pouvait construire des routes sur base de ces déchets-là. On peut construire des routes parce qu'on peut produire des pavés. Il y a 3 catégories de déchets que nous pouvons, je dirais même au-delà, il y en a 5, des catégories de déchets que nous pouvons traiter. Les déchets liquides, par exemple, des eaux de ménage, les eaux usées de ménage. On peut les prendre et même les recycler. Heureusement pour nous, nous ne sommes pas en carence en eau douce. Mais vous prenez par exemple en Afrique du Sud, c'est ce qu'ils font. On peut les transformer. On peut prendre tout ce qui est biodégradable. On peut produire du gaz et ce gaz peut servir pour la cuisine. On peut produire de compost pour enrichir le sol. Voyez-vous? C'est-à-dire qu'il y a absence, il y a manque de génie, il y a manque de capacité managériale pour arriver à faire de ces déchets de matières premières. Il y a absence. Vous mettez une seule usine à Limité et vous pensez avoir résolu le problème. Non, on peut en avoir presque partout. Ce n'est qu'un départ. Ah, voilà, comme il est dans les départs, il est dans des politiques et CRE, il n'a qu'à rendre l'établi. On va chercher des gens plus sérieux que ça. On va parler de la condamnation de la France par rapport à l'agression rwandaise, mais avant cela, une toute dernière question. Les rescapés de ces drames sont aujourd'hui coincés dans des hôpitaux de la place ici. Ils se retrouvent sans assistance. Entre-temps, le gouvernement provincial de Kinshasa a promis de prendre en charge les obsèques de ces 169 morts. Que faut-il faire aujourd'hui pour assister ces différents rescapés? Bon, je crois que s'il y avait une bonne politique précautionneuse, on allait plutôt préserver des vies. Comme nous sommes dans une gouvernance chilé-gélou du type idépécien, on a ce qu'on a. En réalité, dans toutes les sociétés modernes, dirigées par des hommes normaux, vous trouvez déjà, il y a des structures qui prennent en charge les sinistrés. Parce que déjà, la qualité du sol, le climat, tout ce que nous avons comme avantage présente aussi des dangers, des risques. Il fallait que nous ayons des structures en charge, capables de prendre en charge les sinistrés. Lorsqu'il y a inondation, il faut qu'il y ait un mécanisme de prise en charge. Lorsqu'il y a éboulement des terres, il faut qu'il y ait des mécanismes. Ce qui fait que vous trouvez dans d'autres cieux, il y a des structures qui sont là spécialement pour ça. Vous avez vu, lorsque le World Trade Center aux États-Unis, à New York, s'était effondré, quelles que soient les raisons, il y avait des volontaires qui étaient là. Ils savaient quoi faire à quel moment. Ils ont réduit, ils ont encadré les dangers, les risques que les gens encouraient et ils ont donné des pistes de solutions déjà à ce niveau-là. Lorsqu'il y a inondation dans ces pays, vous trouvez qu'il y a des gens qui interviennent.
On sait que lorsqu'il y a effondrement dans tel coin, on va déplacer telle personne, on va le mettre là. Il y a des gens qui vont le prendre en charge en termes d'alimentation parce que c'est lui qui a perdu sa maison, il commence sa vie à zéro. Il faut qu'il soit pris en charge, il faut voir comment les réintégrer, le suivre sur le plan psychologique parce qu'ils ont été affectés. Il n'y a rien, même ceux qui sont des victimes de guerre dans la partie Est. Il n'y a rien. On a fait l'autre fois une émission. Il y avait une maman, une vieillard, une maman qui était décédée en cours de route, justement parce qu'elle a fait beaucoup de kilomètres à pied sans manger. Elle a succombé. Elle a été enterrée sur la voie. Justement parce qu'il n'y a pas de politique. Alors, dans cette politique Kunda Bibembe, ils veulent maintenant vous dire qu'ils vont prendre en charge les enterrements. Mais ceux qui sont encore vivants ne sont pas pris en charge. S'ils mouraient, ils seront enterrés. C'est-à-dire qu'ils préfèrent voir les gens mourir pour justifier les décaissements. Ce n'est pas normal. Dans un pays sérieux, on préserve des vies. Très bien. On ne fait pas la politique de mort. Je souhaiterais, ça c'est un vœu, je souhaiterais assez que prochainement, que leur famille soit touchée. Comme ça, on verra comment ils vont procéder. Très bien. Et comme recommandation, le gouvernement a instruit à Gentini Ngobi, la gouverneure de la ville, de procéder à la démolition de toutes les constructions anarchiques. Et il faut aussi signaler que le président a demandé au chef coutumier de veiller un peu sur ces esprits qui commencent à nous troubler un peu. Malheur d'avoir un président comme M. Félix Tshisekedi. Malheur d'avoir Sama Lukonde comme Premier ministre. Ah bon? Vous faites des recommandations pour qu'on démolisse les constructions anarchiques et vous pensez que la première des raisons, ce sont ces constructions-là. Avez-vous fait une cartographie? D'abord, qui a autorisé à tous ces gens d'aller construire? Non, commençons d'abord à faire la cartographie. C'est après maintenant qu'on saura qui sont concernés et qui ne le sont pas. Parce que toutes les constructions anarchiques ne sont pas à la base des inondations. Il y a des constructions anarchiques justement parce que les gens ont construit là, il ne fallait pas construire. Ils sont au nombre de combien? Et il faut aussi voir des constructions anarchiques qui empêchent assez que l'eau puisse couler facilement jusqu'aux rivières, jusqu'au fleuve. Ça, c'est autre chose. Il faut d'abord faire la cartographie. Vous identifiez les maisons, les constructions concernées, et après, vous mettez en place les mécanismes. Ceux qui ont construit anarchiquement, d'après les réalités du terrain, peuvent aussi avoir des permis de construire. Exact. Ce qui veut dire qu'il faut tenir, parce que chaque dossier, il faut traiter le dossier cas par cas. Prenons alors l'exemple, si vous vous rendez compte que le saut de mouton du boulevard, vous prenez de 24, c'est-à-dire que vous êtes au niveau de Mandela. Jusqu'à c'est une construction anarchique, mais qui a eu l'autorisation, validation du gouvernement, parce que c'est l'œuvre du gouvernement. Vous savez que cette infrastructure a été érigée sur comment on l'appelle, sur la canalisation la canalisation de eau. Il y a les égouts. Il y a les égouts qui jettent au fleuve. Vous allez détruire ça. Vous prenez, M. Gentini Ngobi est en train de faire les travaux à côté du jardin botanique. Ils ont jeté les travaux du grand marché. Ils avaient jeté de moellons, du sable pour commencer les travaux. Ça fait plus d'une année que les travaux ne se font pas. Ce qu'il a jeté là a bouché le conduit d'eau qui sont là. Le jardin a été inondé, vous avez tous vu. Vous allez casser. Les gens font des choses sans intelligence. Ce n'est pas normal. Il faut d'abord identifier le problème le plus urgent. Qu'est-ce que nous devons faire pour que le drainage de eau se fasse aisément, se fasse facilement? C'est après seulement que vous allez vous étendre dans d'autres secteurs. Si vous voulez détruire toutes les constructions anarchiques, prenons l'exemple, vous trouvez que le siège de l'UDPS a été mal... Vous allez casser? Non. Vous allez voir, ils vont faire de manière sélective. Ils touchent là, ils laissent là et à la fin, il n'y a pas de résultat. Parce que cette décision a été prise, je vous informe, peut-être vous l'avez oublié. Cette décision a été prise
Après la ronde. Non, pas cette fois-ci. C'était avant. Exact. La première pluie diluvienne. Du conseil des voilà, des c'était avant. Et avant même que nous connaissions les cas actuels. C'était avant. Mais ça n'était pas applicable. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont mal procédé. Et il faut aussi rappeler ici que M. Félix Tshisekedi, en tant que président de la République, entre guillemets, chef de l'État. Pas entre guillemets, c'est non, bien non, lui, il faut qu'il le démontre. Le garant de la nation. Je peux vous accorder mes minutes, vous ne saurez même pas me démontrer qu'il est le chef d'État. M. Félix Tshisekedi doit se ressaisir. En faisant quoi? Parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal de voir un président de la République prendre une vidéo, balancer à la place publique, où il dit que voilà, s'il y a des érosions, s'il y a des inondations, c'est parce que les chefs coutumiers seraient en colère, les esprits se fâchent. Même s'il peut croire à ces choses-là, ça ne peut pas justifier. Parce que tout ce qui est démontrable scientifiquement... C'est Félix qui a balancé cette vidéo sur la toile. C'est lui, c'est son service. C'est lui. Là où il y a le président de la République, personne n'a le droit de filmer en dehors de son personnel. On a ouvert le champ actuellement, même les médias privés y vont. Oui, mais quand ils vont, il faut que tous les éléments soient censurés avant d'être rendus publics. Ne me dites pas que la présidence est aussi moins sérieuse que ça. Il fallait d'abord tamiser toutes les informations à diffuser. Il dit aux chefs coutumiers, il faut dire aux esprits. Il s'est calmé. Non, attendez. Dites-moi un peu. Ce sont les esprits qui ont inondé les eaux dans nos villes. Je peux prendre le risque de vous croire. Pourquoi ces esprits ne sont-ils pas capables de créer des érosions, par exemple à Gombe? Par exemple, dans la commune de Kinshasa. Pourquoi y a-t-il pas des érosions là-bas? C'est-à-dire que ces esprits-là n'agissent qu'à Mongafula. Quelle aberration! Donc lui ne sait même pas comprendre que la qualité de terre, la qualité des terres, du sol de Mongafula, c'est un sol sablonneux. Comme il y a des pentes, naturellement, les débits de eau est plus important qu'à Mongafula, par exemple dans la commune de Kitambo, qui est une surface plane. Ça fait que ça crée les éboulements des terres. Il pense que ce sont les esprits. C'est-à-dire que lui, s'il y a des dossiers, il dit que c'est Kabila qui est responsable. Hier, il disait que c'est Moïse Katumbi et son gouvernement. Aujourd'hui, il a dit que c'est le peuple. Et fort malheureusement, ce matin ou pendant qu'il faisait ça, il trouve encore des boucs émissaires. Il dit que non, ce sont les esprits. Donc, c'est-à-dire que tout le monde est responsable sauf lui. Oh, messieurs, apprenez à être sérieux. Vous voulez nous dire que votre échec, c'est dû aux esprits? À Mbandaka, y a-t-il des érosions? Non, parce que la qualité de terre, c'est une terre argileuse. Il y a d'ailleurs conférence des gouverneurs là-bas, une occasion pour le chef de l'État de palper de ses propres yeux. Non, mais une occasion pour M. Félix, c'est une occasion pour M. Félix, c'est de palper les réalités du terrain, comme vous le dites, et de déclarer sa démission. Parce qu'il n'a rien fait à l'Équateur, il ne mérite même pas d'y aller, en réalité. Ah bon? Oui, il ne mérite même pas d'y aller. Il y a beaucoup de dossiers là-bas qu'il va trouver. Et on parle de l'électrification de la ville des Zongo, je pense. Non, mais Zongo, toujours dans les grands Équateurs. Sud-Oubango, oui. Cette électrification, jusqu'à aujourd'hui, la population n'est pas desservie. Ah bon? Oui. On va payer 11 mois de factures sans consommer l'électricité. Parce qu'on l'attend là-bas pour lancer les travaux de distribution. On l'attend 11 mois après. Très bien. À l'Équateur, il va trouver que l'Équateur, en tant que province, n'a pas de ministre titulaire. Sur les 46 ministres, l'Équateur n'en a pas. L'Équateur, en tant que province, n'a qu'un vice-ministre. L'Équateur, dans son ensemble, là, l'Équateur province, n'a qu'un seul DG. Je crois que c'est le cas aussi avec la province de Maïno. L'Équateur n'a qu'un seul DG. L'Équateur n'a qu'un vice-ministre. Et l'Équateur sait que sa fille a été chassée avec ses enfants en dehors de Kinshasa. Ça, ce sont des problèmes qu'il va trouver là-bas. Dans le programme, comment on a appelé, programme 100 jours, 0 km de l'Équateur. Programme Chile-Gelo, l'Équateur n'est pas concerné. Les officiers militaires, aucun général de l'Équateur. Les seuls qui étaient là sont envoyés en retraite anticipée.
l'Équateur n'est pas représenté dans le commandement de l'armée. Au moins, vous avez aujourd'hui Guy Lowando qui s'est... Il n'est pas de l'Équateur, il n'est pas de l'Équateur, il est de Tchouapa. C'est le Grand Équateur toujours. Non mais attendez, le Grand Équateur, mais pourquoi alors le Kassai oriental a beaucoup de représentants? Vous avez 46 ministères, il fallait prendre ne fût-ce qu'un ministère par province. L'Équateur n'a pas de représentants ministres. Il va trouver ça. Il va trouver les dossiers. Je disais, non mais attendez. Le Maïndo n'a pas de ministres aussi. Et vous trouvez ça normal? Trouvez-vous normal? La représentation de province est un impératif constitutionnel. C'est une obligation. Un seul DG de l'Équateur. Sous toutes les nominations, un seul DG. C'est-à-dire que M. Félix Tshisekedi n'a jamais aimé les Équatoriens. Et ce qui est grave, vous avez chassé notre soeur et ses enfants. Ça aussi, c'est un problème que vous allez trouver là-bas. Là, on vous informe déjà. Hein. On va vous les rappeler là-bas. Gisèle Pella est de l'Équateur. Ça, c'est une information. Très bien. Juste un rappel d'ailleurs. On va parler de l'agression rwandaise. La diplomatie agissante en marche, la France vient de condamner ce que le Rwanda fait à travers son soutien sur les M23. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut bel et bien confirmer que Félix Tshisekedi, avec sa diplomatie, tout va bien? Je tiens à féliciter la diaspora qui a mené un travail de titan. Le docteur Mukwege, le président Martin Fayulu. Mais M. Félix Tshisekedi ne fait que bénéficier de ce que les autres ont fait. Ah bon? Pendant que les autres menaient cette démarche, lui, il a clamé, il a encensé Kagame. Et d'ailleurs, la France a condamné dans quel cadre? Soyons sérieux. La France a condamné dans quel cadre? Au niveau du Parlement, au niveau du gouvernement, ils ont sanctionné le Rwanda. Et mais ça de condamnation seulement? Non, mais de condamnation, quelles sont les mesures coercitives, les mesures coercitives prises par la France contre le Rwanda? Vous vous contentez des déclarations? Vous voulez que je vous montre des vidéos de condamnation sans résultat? La France soutient le M23. La France soutient le Rwanda. Parce que c'est le Rwanda qui fait les sales besognes de la France. La France protège le Rwanda. Ne vous contentez pas des déclarations. Ces déclarations-là n'apporteront rien, en réalité. Vous savez, nous autres qui avons vécu en Afrique, nous savons que un frère qui vous montre l'amour la journée et la nuit, il est sorcier, il veut vous ensorceler, vous détruire, vaut mieux avoir un frère qui fait semblant de ne pas vous aimer le jour, mais la nuit au moins il vous protège, comme Alain Pella, et non un frère comme Bourron Pella qui fait semblant de vous présenter le jour et la nuit il vous détruit. C'est ça, M. Félix Tshisekedi doit comprendre ça. La France n'est pas derrière nous, la France est contre nous. Alors, s'il ne peut pas comprendre ça, je suis désolé. C'est quoi le lien entre la France et Alain Pella? Non, c'est juste un exemple, une manière imagée pour simplifier l'analyse. Très bien. Alors, message de condamnation, entre-temps, dans la partie est du pays, il y a encore des cas de morts qui sont répertoriés pratiquement tous les jours. À Kwamount ici, juste à quelques mètres de Kinshasa, la situation semble ne pas toujours marcher. Alors finalement, la recette magique appliquée pour mettre fin à cette histoire de sécurité qu'on sort, c'est laquelle? Entre-temps, les troupes de faire partie, M. Félix Tshisekedi. Ça va arranger quoi? Non, mais il faut le faire partie. Il faut avoir un commandant en chef aguerri. Un pouvoir plus sérieux que ce qu'on vous présente. Vous savez, peut-être les gens ne vont pas me comprendre. C'est le même discours que vous avez tenu de Kabila. Les problèmes c'était Kabila, les problèmes c'était Mobutu. Non, mais bien évidemment. Tous ces gens sont passés, mais les problèmes persistent encore. Non, parce que les gens sont passés, mais ils choisissent leur successeur ou leur remplaçant dans la même philosophie. Ok. C'est Kabila qui a fait de Félix Tshisekedi ce qu'il est. C'est-à-dire que Kabila est encore là. Moi, je ne dis pas de chasser seulement Félix Tshisekedi, homme, personne. Même Félix Tshisekedi, idée. Même sa manière de faire, il faut tous les chasser. Quelqu'un qui ne sait même pas protéger ses propres enfants, arrivera-t-il à protéger la nation? Voyez-vous? Je tiens à vous dire que si vous avez un monsieur comme Félix Tshisekedi à la tête du pays, vous ne pouvez pas trouver de solution. Parce qu'il faut qu'il y ait un commandant en chef aguerri. Quelqu'un qui a la volonté de résoudre. Est-ce que vous savez que M. Félix Tshisekedi est partie prenante à la crise? Est-ce que vous savez, non, je l'ai déjà dit, est-ce que vous savez que c'est lui qui a entretenu
pratiquement le M23. C'est lui qui a ressuscité les M23. C'est lui qui a entretenu les M23. Comment voulez-vous qu'un problème devienne solution? Il faut d'abord faire partie, M. Félix Tshisekedi. Pas par devoir politique, par devoir populaire. En ces moments-là, tout celui qui viendra saura que le peuple a ras-le-bol de ses aventures. Il faut que celui qui viendra puisse avoir un esprit d'abnégation. Quelqu'un qui vient travailler pour le compte de l'État et pour l'intérêt de la population. Celui qui a la culture de protéger ses enfants peut protéger les enfants des autres. Aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi n'est pas un modèle. Qu'est-ce qu'il a à foutre de la mort des Congolais? C'est aujourd'hui qu'il veut se ressaisir. Combien de voyages n'a-t-il pas effectué? Lorsqu'on lui disait, attention monsieur, vous êtes en train de mal gérer. Il a chambardé l'ordre de l'armée. Il a mis le peuple congolais à genoux. Il compte sur les étrangers ennemis pour solutionner le problème. Aujourd'hui, le force de EAC vient de s'ériger en zone tampon contre nos intérêts, en violation même de l'article 63 de la Constitution. Soyons sérieux, il faut qu'il parte. C'est lui qui est à la base de la création de ces M23 primes. Il faut qu'il parte. Entre-temps, nous apprenons également que nos militaires seraient en train de négocier avec les M23 qui sont pourtant présentés comme des terroristes. Est-ce que c'est la solution ou la recette idéale à appliquer? Non, mais pourquoi avez-vous peur de reconnaître que ce que j'avais dit la dernière fois, j'avais raison? Lorsque moi je vous disais qu'ils vont négocier, vous m'avez dit non, le Parlement a dit, le gouvernement a dit, ils ne vont pas négocier. Mais comment pouvez-vous faire de confiance à des gens comme ça? Des gens comme ça. Comment pouvez-vous faire confiance à des gens comme ça? C'est le président de la République. Mais il peut être président, mais ne pas être avec nous. Ce n'est pas par le fait qu'il est président qu'il devient plus sérieux que nous. Je vous avais dit que ce soit dans tous les accords signés par M. Félix Tshisekedi, c'était prévu de prendre en charge le M23. Je vous avais dit qu'il y a un projet de loi d'amnistie au Parlement. C'est ce qu'ils vont faire. Qu'est-ce qu'ils se sont résolus? Il fallait que M. Félix Tshisekedi envoie le chef MG et que tous les présidents de EAC envoient les leurs. Ils vont parlementer avec le M23. Le M23 va déposer son cahier des charges. Ce cahier des charges sera pris et ça sera amené au niveau de président. Les présidents vont statuer sur la question et ils vont maintenant enclencher le mécanisme de réinsertion du M23. On va les prendre en charge. Ceux qui vont vouloir faire le commerce, on va leur donner le capital pour commencer les commerces. On va les exempter de toute peine, c'est-à-dire qu'ils ne seront jamais poursuivis à vie. C'est ça l'amnistie. On va réinsérer dans l'armée ceux qui veulent faire l'armée. Et puis, à la fin, on va les protéger à vie. Ils auront des gens qui vont assumer des fonctions d'État. Ils vont être dans l'administration et ainsi de suite pour justifier le combat. Mais c'est que M. Félix Tshisekedi n'arrive pas à comprendre. Ces gens-là peuvent obtenir tout ce que vous leur donnez. Mais ce sont des mercenaires. Ils seront un jour envoyés encore. Il y aura encore un inconscient qui viendra leur dire non, venez, vous allez résider à Kinshasa pendant 14 mois. Et enfin, il va encore revenir. Parce que vous ne pourrez pas satisfaire tout l'appétit glouton de tous ces gens. Et d'ailleurs, si vous allez dans le fond, vous allez dans le fond. Ces M23 étaient d'abord AFDEL. Après, RCD Goma. Après, CNDP. Après, M23. Aujourd'hui, M23 prime. Demain, il y aura encore un autre M23. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont dans la vision Imatuchi. Alors dites-moi, vous allez étouffer les velléités du Rwanda en intégrant ces gens? En les intégrant, ils seront dans l'armée. Vous avez voulu faire voir à l'opinion que vous êtes en train de combattre l'infiltration. C'est pas sérieux. N'écoutez plus M. Félix Tshisekedi. Sa parole ne vaut rien. Rien du tout. Si vous trouvez un document où on écrit et déchirez, jetez. Ça ne sert à rien. Parce que tout ce qu'il va vous dire, il est dans le firmament. Il ne va pas vous dire des vérités. Très bien. On prend le tout dernier thème de l'émission, élection 2023, avec des candidatures déjà déclarées de Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, Matata Pogno. Mouzit observe encore le silence. Jean-Pierre Bemba Vital Kamera également. Côté FCC, c'est aussi le silence. On attend que Kabila puisse se prononcer. Félix Tshisekedi également candidat à sa propre succession.
D'une manière globale, comment voyez-vous cette bataille électorale d'abord à la présidentielle qui s'annonce? Bon, je dois d'abord poser les grands principes. Il est reconnu à tout Congolais d'origine, je précise, à tout Congolais d'origine d'être candidat. Ma condition est de remplir un certain nombre de critères. Études faites, expérience professionnelle ou expérience politique minimum de 5 ans. Avoir un casier judiciaire vierge, payer la caution, constituer les dossiers et puis aller présenter. N'est-ce pas que c'est simple? Mais c'est symbolique. On veut chercher à trouver le meilleur d'entre nous. Il y a plusieurs aspects dans la vie nationale. On peut avoir quelqu'un qui est en mesure de faire la promotion de la culture, mais il doit avoir la capacité de résoudre plusieurs autres problèmes. C'est-à-dire que le critérium tel que fixé voudrait assez que nous choisissions le meilleur d'entre nous. Vous avez cité des noms. Les Congolais vont voir qui sont meilleurs. C'est que les Congolais savent déjà le moins meilleur, l'acte du mal, le plus mauvais produit est déjà connu. Mais il s'entête. Pourquoi voulez-vous avoir M. Félix comme candidat? Pour résoudre quel problème? Il en a les droits. Non, on peut lui prouver ses droits. Non, non. On peut lui prouver ses droits. Comment ça? Non, mais attendez. Comment ça? On peut créer une norme excluant des gens qui ne méritent pas. Faut pas faire par exemple, Félix Tshisekedi Kabila ne mérite pas. Non, Kabila, c'est déjà fini pour lui. Non, Kabila, ce n'est pas fini. Non, il peut postuler, cher ami. Les profs Mbata nous a fait comprendre. Vous croyez à ces messieurs-là? C'est un constitutionnaliste. Un professeur d'université. Un constitutionnaliste, ça n'a pas ta poignade. Vous croyez vraiment qu'il est suffisamment sérieux? Hein? Je préfère faire confiance à Denis Sanga en matière de la Constitution que M. Mbata. Oh, je vous dis. Professeur. Non, mais peut-être... nous avons tous étudié. Il y a des professeurs pour rire. Hein? Il y a des professeurs pour rire. Prenez déjà la structuration de la pensée de M. Mbata. Il n'est pas digne d'être professeur. Comment ça? Je vous dis, soyons sérieux. La structuration de la pensée, il est caractérisé par une vacuité des pensées. Il ne sait pas construire son raisonnement. Il est dans une illusion logique. C'est lui qui a confirmé que le M23 était venu ici. Peut-il nous donner le fondement constitutionnel? Bon, c'est ça, les constitutions en Afrique du Sud, dans un pays apartheid. Qui nous dit qu'il y a une garantie de la qualité de l'éducation? Denis Sanga connaît la Constitution parce qu'il a participé dans ça. Et son analyse a toujours été objective. Mbata n'a pas participé à la rédaction de cette Constitution? Non, il n'était pas là. Il n'était pas là. Certainement qu'il était encore dans la recherche de job en Afrique du Sud. Il n'était pas là. Il n'était même pas concerné. Il n'a même pas participé, il ne méritait même pas d'être là. Ce qui est vrai. Il faut que ces principes-là soient respectés. Si j'insiste sur l'absence de... C'est-à-dire que M. Félix Tshisekedi ne puisse pas postuler comme candidat parce qu'il n'a pas d'offre politique. Il a un bilan présenté. M. Félix Tshisekedi sur le plan humain, c'est un homme à rejeter. Parce que lui-même ne sait même pas prendre en charge ses enfants. Je vous donne juste un cas. Non, mais effectivement, je vous donne juste un cas. Non, je vous donne juste un cas. Le président de la République est supposé être chef de l'État. Un chef de l'État, c'est celui qui protège les valeurs cardinales de l'État. Parmi nos valeurs, la protection de l'enfant. Épargnez-nous de ces débats. Non, je ne veux pas vous épargner. Non, je ne veux pas vous épargner. C'est un débat. C'est un critère pour savoir s'il est capable d'être candidat ou pas. Lorsqu'on le présentait, par la Cour constitutionnelle, il vous a dit qu'il avait 5 enfants. Je ne sais plus. Non, 5 enfants, vous ne savez pas comment. On vous a dit qu'il est marié, père de 5 enfants. Alors, comment elle s'appelle la petite? Feliciana. C'est la fille à Félix Tshisekedi. Copie conforme à Etienne Tshisekedi. Est-ce qu'on peut rester dans les débats? Non, mais ça fait partie des... Non, mais attendez, vous allez voter qui? Vous allez voter qui? La loi électorale ne fixe pas comme critère qu'un président... Non, la loi morale voudrait assez que vous soyez d'abord... C'est autre chose. Non, attendez. C'est lui... Expérience, je ne sais pas, moi, professionnelle. Non. C'est lui qui est président de la République et chef de l'État.
C'est une fonction morale. Celui qui est fait abandon des familles n'est pas digne d'être candidat. Et puis deuxièmement, il a mal géré, il y a eu des détournements, il y a eu la concussion, il a mis en place, il a matérialisé même la gratuité de l'enseignement. Non, il n'a pas matérialisé la gratuité d'enseignement. La gratuité d'enseignement, c'est un processus. Il a rajeuni l'administration. Il n'a pas rajeuni l'administration. Il a politisé l'administration en prenant des invertébrés, en les plaçant à la tête des entreprises. Jusque-là, il n'y a rien. Nous sommes en train de naviguer à vue. Mais c'est Ram. Vous voulez que M. Ram devienne président demeure président de la République? Mais où est-ce que de commencer à voler même nos cimes? M. Félix Tshisekedi est bon pour la poubelle, mais de l'oubli. Je précise, hein, de l'oubli. Je précise, je n'ai pas dit poubelle, mais poubelle de l'oubli. Félix Tshisekedi, Martin Fayulu, Moïse Katumbi. Martin Fayulu, ça va. Moïse Katumbi, il a un dossier. S'il arrive à convaincre... Lui s'est dit fier de son bilan déjà ou de ses réalisations. Non, mais il vaut mieux loin que Félix Tshisekedi. Mais ce qui est vrai, nous voulons qu'il réponde à une seule question. Répond-il aux critères objectifs pour être candidat président? Là, vous parlez de qui? Moïse Katumbi? Si. Est-il, objectivement, peut-il être candidat? Parce que je sais que son papa est un juif. Ce qui veut dire que son papa n'est pas de nôtre. La seule chance qu'il a, c'est de prouver que sa maman est de nôtre. Si sa maman est de nôtre, on met dans la balance M. Félix Tshisekedi et M. Katumbi. Les Congolais conscients prendront les risques de soutenir Moïse Katumbi, bien que je ne pourrai jamais voter pour lui. Voyez-vous? Le candidat le plus dangereux de notre pays, c'est M. Félix Tshisekedi. Mais pour tous les restes, on peut voir comment... tout ça. Vous faites quelle lecture aujourd'hui du silence observé encore jusque-là par Vital Kamerhe qui visiblement continue de revendiquer l'application de leur histoire de l'accord de Nairobi et de Jean-Pierre Bemba? Non, Jean-Pierre Bemba, c'est un produit périmé. Mais il ne faut pas même... Jean-Pierre Bemba, c'est un produit périmé. C'est un produit périmé. C'est un leader. Non, mais il a encore de l'ancrage. C'est un leader mineur. Vous le pensez? C'est un leader mineur. Un leader secondaire. Mais il est derrière Félix Tshisekedi. C'est un leader mineur. Il ne s'est pas encore prononcé. Non, c'est un leader mineur. M. Bemba n'a plus d'ambition personnelle. M. Bemba appartient au passé. Baïmoto, l'ancien Bemba, ne pouvait pas être derrière M. Félix Tshisekedi. Il a été enseigné peut-être par la prison. Ah, voilà, il est devenu secondaire, il est mineur. Nous parlons là des gens. Vital Kamerhe. Vital Kamerhe continue de revendiquer. Vital Kamerhe est encore derrière Félix Tshisekedi. Vital Kamerhe il revendique encore l'accord de Nairobi. Mais bien évidemment, il doit d'abord se libérer. Il doit d'abord se libérer comme l'a fait Moïse Katumbi. Il doit être exorcisé. On doit chasser tous les esprits mauvais de l'union dite sacrée en lui. S'il devient un homme normal, c'est-à-dire que quelqu'un qui développe des ambitions, on peut en parler. Est-ce que ce n'est pas la crainte de voir ces lieutenants les laisser? Quel lieutenant? Non, ceux qui sont encore chez lui. Non, mais le lieutenant de M. Ce qui se passe avec Moïse Katumbi. Le lieutenant de M. Moïse Katumbi était un partenaire. Et fort malheureusement, quelqu'un qui s'est... mais maintenant qu'il a quitté, ces ministres sont encore au gouvernement. Oui, oui. Mais il a l'avantage de reconstituer son parti avec de nouveaux acteurs. Okay. Parce que déjà, moi, je lui avais dit, hein, si vous avez suivi l'émission que nous avons eu à faire avec Péro Louara depuis 2021 déjà, je lui disais de quitter cet axe du mal. Et avant qu'il ne prenne l'engagement avec Félix Tshisekedi, je lui avais dit, M. Félix Tshisekedi n'était pas digne de confiance. C'était une erreur de sa part ou... Une très grande erreur. Il a perdu ses confiance. Non, il a perdu ses plumes. Ses plumes, vous ne voyez pas qu'il a perdu ses plumes. Heureusement pour lui, il a encore une base sociologique. Espérons qu'il fera mieux. Et d'ailleurs, je ne peux pas demander aux Congolais de voter pour Moïse Katumbi. Vous ne pouvez voter pour Moïse Katumbi que dès lors que M. Félix, il n'y aura que 2 candidats. S'il n'y a que 2 candidats, Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi, je préférerais que vous votiez pour Félix Tshisekedi. S'il y a mon bébé, mon fils et Félix Tshisekedi, je préférerais que vous votiez pour mon bébé. Parce que là, ça serait une manière pour vous de sanctionner cette gouvernance polluée de M. Félix Tshisekedi. Daniel Safo s'est déclaré aussi candidat président en marge du congrès d'Ensemble pour la République. Non, ça c'était une candidature pour lui, cher ami. Vous avez en face de vous un grand stratège. Voyez-vous?
quand M. Moïse Katumbi s'est prononcé, s'est déclaré candidat en dehors du pays. Ils veulent maintenant maquiller pour donner l'impression que c'était un congrès démocratique. Il n'était pas les candidats uniques comme c'était le cas pour Etienne Tshisekedi. C'est juste ça. Que ça soit Laurent Onyemba. Que ça soit Laurent Onyemba. Comme c'était le cas aussi pour Fayoul. Non, mais ça c'était les candidats uniques aussi. Ah, voilà, c'est pas sérieux. Okay. Vous ne pouvez pas créer un parti sans ambition. Ça ne sert à rien. Sauf peut-être si vous êtes des adeptes. À l'église Kimbangis, vous ne pouvez pas chercher des devenir père spirituel. Parce que ça appartient à la famille. Mais dans un parti politique, vous en avez le droit. On va terminer l'émission. Est-ce que Alain Bolojua sera-t-il candidat président? Quelle est votre position? Oui, je l'ai serré, mais avec de bonnes élections. Pas des élections chaotiques avec M. Félix. Ça, c'est un semblant d'élection. Hein. C'est un semblant d'élection. Vous avez suivi ce qui s'est fait au niveau de la CENI. Est-ce qu'il y a-t-il concordance en termes d'idées? Y a-t-il harmonie là-bas? On vous dit, on va commencer à se faire enrôler. Fort malheureusement. Ils vont chercher à se faire enrôler à partir des téléphones. C'est-à-dire, vous avez votre téléphone, vous vous faites enrôler. Prenons l'exemple d'un Burundais qui vit au Congo ou ailleurs. Il entre dans le site, il se fait enrôler. Il se donne les noms de Jean Mukwege ou Jean Mukwege Kadiombo, originaire de la province de la Chopo. Il vous donne tous les éléments, paf, il lance. Vous faites quoi? Ou Bolojua Ibola. Mais j'arrive là, j'écris Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je m'enregistre au nom de Félix Antoine Tshilombo. Vous allez faire quoi? Vous savez pourquoi on a insisté sur la présence des témoins pour ceux qui n'ont pas les éléments? C'est justement pour voir si effectivement ces personnes-là sont congolaises. Et déjà là, il y a eu la fraude. Il y a eu des gens qui se sont enrôlés sans avoir le droit. Il y a même des militaires qui ont obtenu des cartes d'électeurs. Et vous voulez me le faire au téléphone? Qui sera là pour sécuriser? On veut moderniser et faciliter l'enregistrement. Dans d'autres contextes, on allait parler plutôt de la médiocrité. On a terminé l'émission. Ce n'est pas normal. Vous connaissez les réalités du Congo, avec tout ce qu'il y a comme infiltration. Vous voulez donner la latitude à quiconque de se faire enregistrer à partir du téléphone. Je peux changer mon identité, vous allez faire quoi? Je peux changer mon identité. Vous avez des gens comme ces journalistes-là qui ont détourné l'argent d'Alingueti et consorts. Il veut sortir du pays, il peut se faire enregistrer au téléphone, il change d'identité, et puis il sort et puis il part. Apprenez à être sérieux. C'est lui que vous avez qualifié d'expert. Lui, c'est monsieur-là, Nanga Junior. C'est n'importe quoi. L'émission est terminée. Le CESAC interdit aux médias et à vous, acteurs politiques, de se lancer dans la campagne électorale précoce. Qu'est-ce qu'ils entendent par campagne électorale précoce? Qu'est-ce qu'ils entendent par campagne électorale précoce? Est-ce qu'ils savent au moins la limite de la loi? Je veux dire à tous ceux qui ont semblé gérer cette structure, apprenez d'abord à être plus sérieux que ça. M. Félix Tshisekedi a dit ceci à Lubumbashi. Non, c'était à Lualaba. Oui, c'était pas à Lubumbashi. Il a dit ceci. Vous allez voter pour moi en 2023 parce que je viens d'enclencher le processus de sécurisation de vos intérêts par rapport au domaine minier à l'époque de Covid. Du CESAC n'était pas non, mais voilà pourquoi je vous dis. Non, je voudrais dépasser son mandat depuis des années. Quoi de plus normal? C'est ça le Congo. Là, c'est un bureau légal. Non, mais en quoi c'est légal? En quoi c'est légal? Ne me poussez pas à dire des choses là. C'est-à-dire que dans ces contextes-là, on est en train de battre campagne précocement. Mais la différence maintenant, c'est quoi? Dire qu'on est candidat, ce n'est pas une campagne. La campagne électorale, d'après l'esprit de la loi, votez pour moi. Si je dis que je suis candidat, ce n'est pas une campagne précoce. Qu'est-ce que lui entend par campagne? Campagne, c'est voter pour moi. Je suis candidat. Vous allez soutenir la candidature de notre parti. Ce n'est pas une campagne. Vous avez fait le droit. Apprenez à comprendre les concepts. Hein? Ce n'est pas sérieux. L'émission est terminée. Et puis d'ailleurs, ce n'est pas votre CESAC-là qui va commencer à gérer les politiciens. Qui leur a donné le pouvoir de gérer les politiciens? Vous gérez les structures. Les CESAC demandent par contre aux médias de revoir un peu le contenu de leur programme. Non, mais pourquoi ne pas leur demander de changer leur femme, d'avoir d'autres épouses? Parce que vous voulez tout gérer. C'est pas sérieux.
Hein? Si c'est pour ça que M. Félix Ségué vous a envoyé là-bas, vous êtes malvenu. Ça, ce n'est pas un domaine où on vient blaguer. Hein? Messieurs, apprenez à être sérieux. La caméra est là devant vous. Et là, vous parlez de qui? Qui est là-bas? C'est Bossembe. C'est lui le président. C'est lui qui avait promis, qui aurait promis. Ils sont au nombre de 11, je crois. Il doit apprendre à être plus sérieux que ça. L'émission est terminée, la caméra est là devant vous. Vous avez quel problème avec lui? Pardon? Non, mais il a tenté de menacer les politiciens. C'est ça? Non, il vous demande juste de respecter. On n'a pas de lien. On n'a pas de lien. On n'a pas de lien. Il n'a pas encore lancé la On n'a pas de lien avec lui. Attendez les bons moments. On n'a pas de lien avec lui. On n'a pas de lien avec lui. S'il veut jouer, il joue avec vos chaînes, avec Israël Bossona politique, avec Télé 50. Il ne peut pas jouer avec les politiciens. Ce n'est pas son monde. Il doit apprendre à être... Très bien. La caméra est là devant vous. Votre dernier message au public et on va se séparer. Oui, en tout cas, merci pour l'opportunité. Je demande à la population congolaise, surtout de la partie Est, d'apprendre déjà à conjuguer M. Félix Ségué au passé. Je crois que les Égyptiens que vous voyez là, les Bossembe, les Mbata, les Félix Ségué, les consorts, vous ne les verrez plus jamais. Ne faites plus confiance à ces gens. Bossembe n'est pas politique. Non, mais il parle politique. Il doit éviter. Il parle politique, mais il n'est pas politique. Non, il parle politique. Mais qu'est-ce que vous avez à les défendre? Jusqu'à preuve du contraire, il parle politique. Il est journaliste. Non, il n'est pas journaliste, il est membre de Chile Jeux. Il faut que les gens comprennent que nous avons des grands défis. Et ces grands défis demandent beaucoup d'intelligence. Si nous ne savons pas mettre beaucoup d'intelligence dans ce que nous faisons, nous risquons de tourner en rond. Nous avons besoin de changements et les changements à un prix. La question de notre souveraineté, la question de notre intégrité territoriale ne sont pas négociables. Comme M. Félix Ségué veut brader notre dignité, notre souveraineté, et comme il veut mettre en mal l'intégrité territoriale, il entre dans les derniers alinéas de l'article 63 de la Constitution. C'est ce qu'on appelle la haute trahison. Nous devons tous nous battre pour imposer la paix et la dignité. Voilà. Alain Bolodjoa, merci de votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Cette émission est terminée. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi. Au revoir. Profondeur TV, la télévision aux informations crédibles.